Bienvenue dans cette deuxième journée du Forum InCyber. Je m'appelle Paul Dominjon, je suis responsable des solutions cybersécurité pour Microsoft France. Et aujourd'hui, durant cette session, je serai accompagné par Arnaud. Je vais laisser se présenter. Bonjour, donc Arnaud Jumelet, je travaille à la direction technique et aujourd'hui on a le plaisir de vous présenter durant les 40 prochaines minutes, on fera une petite séance de questions-réponses à la fin, un sujet qui est repenser la cybersécurité à l'ère de l'IA et des agents. Et donc je te propose, sans plus tarder, de démarrer. On préférait se mettre debout, les prédécesseurs étaient assis à table, c'est un peu plus formel. Bon, on est entre nous, hein. Donc n'hésitez pas à en ouvrir une session de questions-réponses à la fin, donc n'hésitez pas à garder vos questions et puis on se fera un plaisir d'y répondre en fin de session. Alors pourquoi cette session déjà ? Si vous avez peut-être suivi l'actualité, la semaine dernière, on a vu une grande conférence sur l'IA, l'IA générative et les applications de l'IA générative, surtout dans les métiers. Et donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que vous qui êtes professionnel de la cybersécurité, de plus en plus, vous êtes amené à travailler avec les équipes métiers. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans des secteurs d'activité donnés, que ce soit dans le médical, dans l'industrie, vous êtes dans la banque assurance. Il y a de grandes chances que vos équipes métiers soient en train, au moment où on se parle, d'avoir des pilotes sur des applications à base d'IA générative, qui utilisent tel ou tel modèle, qui utilisent des frameworks, qui utilisent un certain nombre de choses et qui ne sont pas forcément au fait, des risques de cybersécurité. Donc ce qu'on vous propose, qu'on va passer en revue avec Arnaud, c'est d'illustrer un certain nombre de risques et d'essayer de vous donner un certain nombre de conseils pour pouvoir reprendre la main sur ces projets et puis vous assurer que vous puissiez mettre en place des contrôles de sécurité, tout comme on le faisait il y a une dizaine d'années, vous savez, avec le Shadow IT, on appelait ça le Shadow IT, hein, on s'apercevait après coup que les utilisateurs utilisaient telle ou telle application. Bah, ici, on va essayer de cartographier les différents risques qui touchent à l'IA. Alors, on va regarder la partie métier, la partie usage et comment sécuriser l'IA. Et on regardera en deuxième partie aussi comment vous, en tant que professionnel de la cyber, vous allez pouvoir tirer parti des avantages de l'IA pour gagner en performance, en pertinence de vos investigations si vous faites partie des équipes SOC, et de pouvoir détecter éventuellement des comportements anormaux. On va voir que l'IA et les agents peuvent aussi servir aux équipes cybersécurité. On le verra en deuxième partie. Donc pour démarrer, je voulais vous partager quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a différentes attentes concernant l'IA. Vous avez la partie DSI, la partie métier, et puis les équipes cybersécurité sont un petit peu entre deux, sont un peu au milieu. Alors, si on regarde du côté métier, voilà, j'ai vu un chatbot qui était généré, alors c'était il y a un an, hein, un célèbre acteur de la grande distribution sortait son chatbot sur son site d'e-commerce. Ça faisait une révolution. En quelques semaines, ils avaient pu mettre en œuvre quelque chose de très rapide et qui répondait à vos desiderata et vous proposait de faire vos courses à votre place quasiment. Depuis, les évolutions de ces chatbots, bien sûr, sont allées sur des applications de plus en plus sophistiquées et on est passé à l'ère des agents. Donc, si vous n'êtes pas familier avec les agents, je vous encourage à regarder ce qu'on peut faire avec les agents. On vous donnera quelques exemples tout à l'heure. Et puis, vous avez le côté DSI. Ma direction générale veut absolument aller sur l'IA. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas être le dernier de la classe, hein, des fois, où je veux aller de l'avant, sortir de nouvelles offres propulsées par l'IA et par les agents. Et puis, en général, le DSI s'en remet aux équipes sécurité en disant débrouillez-vous, faites en sorte que ça marche. La semaine prochaine, hein, pas dans 6 mois. Donc on est un peu tiraillé entre les deux. Il va falloir gérer le côté réglementaire. Est-ce que je suis bien conforme aux réglementations, qu'elles soient sectorielles ou qu'elles soient dans les pays dans lesquels j'opère ? Il va falloir, comme je disais tout à l'heure, mettre en place des contrôles, faire en sorte que les usages de mes collaborateurs de l'IA générative ne soient pas des risques de fuite de données. D'accord ? Je dois me poser la question, est-ce que le modèle, il apprend de ce que je lui mets dedans, ainsi de suite. Bon. Tout ça, c'est une cartographie des risques qu'on a fait. On vous donne quelques exemples ici et qu'il vous faudra compléter au fur et à mesure de l'avancée des technologies. Vous l'avez vu, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait une nouvelle annonce, un nouvel agent quelque part. Donc il faudra penser au côté agile de cette matrice de risque. Donc ça, c'est un petit peu
le type de discussion qu'on peut avoir sur la gouvernance et les usages de l'IA. Maintenant, si on regarde dans ce monde d'IA et des agents, de quoi on parle? Eh bien, la première chose, je vais laisser Arnaud détailler, c'est de s'apercevoir qu'on doit comprendre et on doit être super transparent sur ce que font les modèles, ce que font les agents et ce qui se cache un petit peu, comme disent les Anglais, behind the scene. Donc, Arnaud, comment est-ce qu'on pourrait définir un petit peu ce que veut dire l'IA responsable? Donc, l'IA responsable, c'est un terme qu'on a utilisé depuis quelques années maintenant. On parle maintenant d'IA de confiance. On pense que l'IA responsable, ça fait partie d'un tout un peu plus grand qui est l'IA de confiance. Et quand tu parles de transparence, en fait, l'idée de cette slide, en fait, c'est on apprend en marchant et en fait, on partage finalement qu'est-ce qu'on a pu apprendre au fil du temps. Donc, quand on a conçu les premières versions de Copilot, donc Microsoft 35, Copilot, Copilot Chat, etc., on a dû réinventer nos pratiques pour tester la sécurité. Et donc, on a mis en place des équipes qui ont développé des outils. Et on a mis en place ces outils sous forme d'open source, ça s'appelle Pyrit. Mais plus globalement, en fait, on partage depuis mai 2024 un rapport sur la transparence et l'IA responsable, où dedans, en fait, on mentionne pas mal de dimensions sur les nouveaux risques à appréhender. Aussi la partie réglementation avec parfois les certifications. Donc ISO 42001, c'est l'une des certifications qu'on a atteintes sur ces 2 services Copilot, par exemple. Et donc il y a toute une réflexion à avoir en fait avant de développer un agent, de se poser les bonnes questions que tu as pu exposer. Et on a un template qu'on met à disposition pour les clients, qu'on utilise nous-mêmes dans le cadre de notre politique. On a un standard sur quand on développe de l'IA chez Microsoft, où les développeurs doivent se soumettre à une trentaine de pages où il y a des tas de questions sur qu'est-ce que vous envisagez comme usage, quels sont les risques, etc. etc. Et donc ça, c'est des frameworks qu'on met à disposition. Donc c'est l'idée de cette slide, en fait, c'est de montrer aussi, quand on parle de capacité, c'est capacités documentaires, mais aussi des outils pour tester la robustesse des agents, et on pourra le voir ensemble. Donc c'est vraiment tout un ensemble entre respect de la vie privée, la sûreté et la sécurité. Et la grande nouveauté quand on aborde l'IA, c'est ce côté sûreté qui a été souvent non traité par les équipes cybersécurité. Alors, on a parlé brièvement des agents, on parle des agents un petit peu partout. Est-ce que tu peux donner un petit peu une définition des agents? Qu'est-ce que sont les agents? Comment ça fonctionne? Ouais, il y a ce terme agentic AI qui est apparu peut-être il y a un an. Parfois en français on parle d'agents autonomes, mais on voit bien que c'est confier en fait un objectif à du logiciel. Et ce logiciel, c'est un agent, et il va pouvoir de lui-même raisonner, planifier, trouver une façon de résoudre un problème et s'adosser à des outils pour l'aider à accomplir cette tâche, voire mémoriser quand il a trouvé des stratégies gagnantes. Et donc c'est un peu tout ça, l'agentic AI, c'est d'avoir des nouvelles capacités pour traiter des processus métiers ou résoudre une problématique qui est donnée. Et c'est en ça que ça change la donne. C'est qu'au départ, il n'y a rien de déterminé, on donne juste des instructions, et ensuite l'agent va essayer de se débrouiller en fonction des contraintes aussi qu'on lui donne, parce que l'objectif, c'est pas qu'il soit autonome sans aucune sécurité, mais d'être dans un cadre bien défini et donné. Donc, pour comprendre comment sécuriser les agents, il faut déjà comprendre comment fonctionnent les agents. Alors, la slide qui pique un petit peu, voilà, de la gauche vers la droite, vous avez l'agent le plus simple jusqu'à quelque chose d'un peu plus compliqué. Est-ce que tu peux brièvement décrire ce qu'on voit à l'écran? Le côté droite, c'est un peu, c'est quoi quand on parle d'agent? Finalement, l'architecture, qu'est-ce que c'est? Il faut voir ça un petit peu comme un système hybride avec tout en haut, vous voyez le terme grand modèle de langage, LLM, où l'idée, c'est que la première chose à faire, c'est d'analyser c'est quoi l'objectif et d'établir une stratégie. Mais ensuite, l'idée, c'est pas d'appeler à chaque fois ce grand modèle de langage. Ça serait trop coûteux et trop lent. Ensuite, les autres agents, c'est des petits agents spécialisés qui vont utiliser des modèles qui peuvent être semi-ouverts ou open source, dont l'objectif, ça va être d'accéder à de la donnée, mais aussi d'avoir un outillage et d'influer sur le système. Et donc, ça va être un mix. Vous pouvez voir qu'en fait, il peut y avoir des agents de codage qui vont développer du code et on va l'exécuter dans des environnements d'exécution sécurisés. Par exemple, un Docker avec des restrictions, par exemple pas d'Internet, ça peut être un exemple.
Mais c'est aussi accès à des outils traditionnels, donc accéder à une base de données, accéder à des fichiers. Et donc c'est un peu tout ça, en fait, ces systèmes d'agents, c'est de combiner des grands modèles de langage avec des outils plus traditionnels. Donc ça, c'est l'architecture des agents, on l'a vu, plus ou moins complexe, mais en fait, on fait quoi avec ces agents? On fait en sorte de ne pas faire n'importe quoi, et donc en fait de démarrer déjà avec les bonnes données, donc donner que les données nécessaires. Les actions, bah, c'est pas confier directement tout, mais limiter ce qu'un agent peut faire. Donc on va établir quels sont les outils à disposition. Sécurité, bah, ça va être de tester que la vraisemblance des résultats qui sont donnés, il va falloir les tester et évaluer. Et donc c'est un peu ce cadre-là en fait qu'il faut définir avant de développer un agent. Donc voilà, les bases de l'IA, vous connaissez la partie modèle. Vous voyez maintenant ce qu'on peut faire avec les agents. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de classer en quatre dimensions, 4 couches en fait, les endroits où on va pouvoir s'occuper des risques liés à l'IA générative. La première couche que vous voyez en bas, c'est les fondamentaux. C'est comment est-ce que fonctionne le modèle, comment est-ce qu'on va sécuriser le modèle. Et là, vous avez un certain nombre de risques. Vous avez, alors ils sont cartographiés. On a un certain nombre de frameworks qui sont basés en haut. MITRE Atlas, le WASP aussi, le top 10 de WASP, sont des référentiels sur lesquels Microsoft s'appuie, si vous voulez, pour faire